Bonsoir Bernard Vivier. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. On va revenir avec vous sur la crise sans précédent qui secoue le syndicat FO, Force ouvrière. Le secrétaire général de FO, Pascal Pavageau, a démissionné ce matin, à peine 6 mois après être arrivé à la tête du syndicat, avec ces mots: « Je m'excuse de lâcher, mais c'est trop dur ». Alors Bernard Vivier, peut-être qu'on peut rappeler pourquoi cette démission. 6 jours après la révélation par le Canard enchaîné de l'existence d'un fichier entre les mains des proches de Pascal Pavageau, secrétaire général de Force ouvrière, qui indiquait dans ce fichier les orientations politiques, personnelles, la relation de tel ou tel dirigeant de l'organisation avec l'argent, avec le pouvoir, par exemple, aime l'argent, ou bien... voleur de portefeuille. Ou le même, d'ailleurs, anarchiste, trop intelligent pour entrer au bureau confédéral, l'équipe dirigeante, ce qui n'est pas très gentil pour le bureau confédéral. Et tout ça, évidemment... Ça continue, effectivement, une centaine de cadres qui sont concernés par des propos, quand même, la plupart assez peu sympathiques, mais on a en plus, effectivement, des informations sur les orientations sexuelles, politiques. Vous le disiez, on a l'impression que Pascal Pavageau n'a jamais vraiment pris la mesure de l'ampleur, de la gravité des faits. Il l'a prise très vite. Il s'est rendu compte qu'une erreur énorme venait de se produire dans son entourage. Ce qu'il a dit, c'était que l'erreur, c'est qu'il n'aurait pas dû officialiser ce dossier, que ça n'aurait pas dû être relaté à l'écrit. Ce n'était pas des excuses très franches. Non, la défense est faible. Et du reste, très vite, Pascal Pavageau s'est rendu compte de la gravité de la chose. Et ce matin, il a présenté sa démission. Il valait mieux d'ailleurs qu'il présente sa démission plutôt que d'être démissionné s'il ne l'avait pas fait. Aujourd'hui, une réunion des instances dirigeantes de Force ouvrière aurait pris la décision de convoquer la structure qui l'aurait démissionné. Alors, ce matin, donc, il envoie une lettre, un courriel de démission. Il se présente, il s'excuse bien sûr, mais il se présente aussi surtout comme victime. Je le cite: « Soyez fiers du mal que vous m'avez fait, ainsi qu'à l'organisation, en choisissant de faire passer vos intérêts personnels, votre petit pouvoir ou votre aigreur avant tout. » Il règle ses comptes avec qui ? Alors, il règle ses comptes avec ceux qui, il y a 6 mois, n'ont pas souhaité le voir critiquer assez vigoureusement son prédécesseur Jean-Claude Mailly. Donc, il y a un petit peu règlement de compte à hockey choral 6 mois après le Congrès. Maintenant, on peut en rester à cette lecture de règlement de compte. Le fond de la question, c'est quelle ligne stratégique Force ouvrière doit occuper sur l'échiquier syndical. Un syndicalisme de rupture, dans la roue de la CGT, comme un peu Pascal Pavageau a commencé à faire. Une ligne plutôt dure. Dur, contestataire, ou bien, en étant exigeant, un syndicalisme réformiste porté à la négociation. Un peu comme Jean-Claude Mailly avait fait dans les dernières années de son mandat de secrétaire général. Donc le débat de fond, c'est évidemment, par-delà les querelles de personnes, une question de positionnement. La tactique de Pavageau était bonne dans l'immédiat congrès, après congrès, c'est-à-dire il s'est affirmé, il commençait déjà à avoir une existence médiatique importante. Mais une tactique, ça ne fait pas une stratégie sur le long terme. Est-ce que, en parlant des fichiers compromettants, il peut y en avoir d'autres? Est-ce qu'on va assister à d'autres révélations? Je pose cette question parce que Pascal Pavageau lui-même le laisse entendre. Il dit ce matin dans sa lettre une cabale qui ne s'arrêtera pas là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour l'instant, Polichinelle garde le secret, mais cela veut dire qu'il existe un autre fichier qui ne concerne pas les militants, les dirigeants de l'organisation, la centaine de dirigeants dont vous avez parlé, mais les salariés de la Confédération, c'est-à-dire là aussi 150 personnes. Voilà. Qui ont été fichées, elles aussi, et probablement avec des qualificatifs du même style? Polichinelle a encore son secret. On ne sait pas encore. Est-ce que le fichage illégal est une pratique courante chez FO ou dans les autres syndicats d'ailleurs? Je pose la question parce que ce matin, on a entendu un témoignage du fils d'un ancien responsable FO, le fils du bras droit du patron historique de FO, André Bergeron. Et il dit qu'il tenait des petits carnets noirs sur tous les cadres aussi autour de lui. Alors, le fichage est par définition illégal. D'ailleurs, vendredi dernier, la Commission nationale informatique et liberté a débarqué au siège de Force ouvrière pour savoir ce qui se passait. C'est grave. Elle fait toujours une enquête, d'ailleurs. Oui, dans une entreprise, dans une administration, dans un parti politique, dans une association, dans un syndicat, on ne fait pas du fichage. C'est hors la loi. C'est hors la loi, bien sûr. Alors, cela n'interdit pas à des dirigeants de savoir à qui ils ont affaire dans leur organisation. Vous faites allusion à un des adjoints de André Bergeron qui était un homme d'une grande intégrité. J'ai connu personnellement qui jamais ne s'est livré sur ses carnets à lui un fichage.
Il avait un petit carnet, noté les résultats des élections professionnelles. C'est pas la même chose. Mais un de ses adjoints, Roger Sandry, très ministre de l'Intérieur, un peu dans son rôle. Lui tenait des notes. Lui tenait des notes. Les adhérents et les militants. Tenait des notes. Dans toutes les organisations syndicales, il y a toujours quelqu'un qui fait office, pardonnez-moi l'expression, de ministre de l'Intérieur. Ben, et dans la police, on fiche aussi, hein, même si aujourd'hui les renseignements généraux concernant la surveillance des syndicats a officiellement cessé d'exister. Alors vous posiez la question de la ligne pour succéder à Pascal Pavageau. On sait déjà qui pourrait lui succéder. Est-ce qu'il y a des candidats potentiels ? Non, il n'y a pas aujourd'hui de candidat officiel, il y a des candidats potentiels. Il y a un nom qui est énoncé, qui circule, qui est membre du bureau confédéral, c'est-à-dire l'équipe dirigeante de Force ouvrière. Mais vous pensez à Yves Verrier. Yves Verrier, oui, qui est un personnage ancien dans le bureau confédéral, qui avait l'oreille de Pavageau, qui n'était pas mal en cours également avec les proches de Jean-Claude Mailly, et donc des composants actuels. Qui pourrait faire un peu la synthèse. Oui, il est là au bureau confédéral depuis 2004, c'est un ancien. Mais il y a d'autres profils possibles qui ne sont pas dans les 14 membres du bureau confédéral. Il peut y en avoir d'autres. Et ce n'est que le 20 et 21 novembre prochain, dans plus d'un mois, que l'instance décisionnaire va choisir le nouveau secrétaire général. Il y a le temps de faire un peu la tournée des popotes. Il faut dire que FO est un syndicat assez hétéroclite. Finalement, on trouve des sympathisants socialistes, mais aussi du Rassemblement national, en passant par des francs-maçons, des anarchistes. Est-ce qu'il faut trouver quelqu'un qui soit rassembleur, qui fasse un peu la synthèse ? C'est un métier très difficile que d'être secrétaire général d'une organisation comme Force ouvrière, parce que c'est pas tout le monde en ligne et je ne veux voir qu'une tête. C'est d'ailleurs l'utilité de cette organisation, de savoir rassembler sur des motifs professionnels, sur des raisons d'engagement et de défense des intérêts professionnels et non pas politiques ou idéologiques ou intellectuels ou philosophiques, des personnes de courant et de sensibilité différentes. On a souvent dit que Force ouvrière, c'était un peu l'auberge espagnole. Jean-Claude Mailly y avait réussi, il avait réussi à le faire, André Bergeron aussi. D'autres comme Marc Blondel un peu moins, mais globalement, être secrétaire général de Force ouvrière, c'est pas un job facile. Est-ce que cette crise est un coup dur justement pour le syndicat ? Est-ce que ça va avoir des conséquences à terme ? Alors, sur les adhérents, sur l'influence de ce syndicat ? Sur Force ouvrière, probablement peu, sinon peut-être une petite inquiétude pour les élections dans la fonction publique. Qui ont lieu bientôt, début décembre. Oui, le 6 décembre, 5,5 millions de fonctionnaires vont élire des représentants. Donc ça peut gêner Force ouvrière, mais Force ouvrière a géré cette crise en une semaine. Donc sans aucun rapport avec ce qui s'était passé à la CGT dans la succession de Bernard Thibault et l'affaire Le Pen. Le problème de fond, il est plutôt sur l'image du syndicalisme en son ensemble. Parce que c'est encore une occasion de dire ces syndicats, finalement, ils sont pas clairs, ils sont pas nets, les querelles anciennes portées au syndicalisme sur les financements, tout ça, c'est pas une bonne image. Et c'est pas bon. Dans un pays, nous avons besoin de forces syndicales, patronales, associatives, qui savent tenir le monde du travail, qui savent l'exprimer, qui savent aussi le réguler. Si ces corps intermédiaires n'existent pas, nous aurons des mouvements violents, des mouvements de foule, ou alors des fantaisistes qui vont dire « écoutez-moi parce que je sais bien parler ». Il faut de la densité, une permanence dans la représentation du monde du travail. C'est ce à quoi servent les syndicats. Merci Bernard Vivier, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée ce soir à la polémique autour des perquisitions des bureaux de la France insoumise. Peut-on parler d'opération de police politique comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon ? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.